Ce soir-là, le ciel du nord du Burkina Faso s'est embrasé. Un drone anonyme a fendu le crépuscule du Sahel avant d'exploser en une lueur sèche. Dans les débris encore fumants, des lettres hébraïques affleurent sur le cadre Injaidi, or sur le cadre métallique, comme une signature que personne n'avait prévu de lire. Qui observe l'Afrique depuis les nuages et pourquoi chaque trajectoire, chaque ligne de code semble-t-elle converger vers l'uranium de Gossi? Ibrahim Traoré fixe l'horizon en silence. La bataille n'habite plus le Maï, Ames n'habite plus le sable, elle s'écrit désormais dans l'espace et dans les algorithmes. Ce que le Burkina Faso a découvert dans ce drone n'est pas seulement un secret militaire, c'est une carte invisible de ses ressources les plus précieuses. Si l'affaire Gossi se confirme, elle pourrait redessiner l'équilibre énergétique du Sahel et, par extension, la place de l'Afrique dans le monde. Car si l'uranium de cette terre est surveillé, c'est qu'il vaut plus qu'on ne veut l'admettre. L'enjeu dépasse la sécurité, il touche à la souveraineté même. Et derrière les lignes de code retrouvées se cache une autre équation. Qui contrôle les données contrôle le futur. C'est ici que l'histoire prend une nouvelle dimension. Entre satellites et discours diplomatiques, un président, Ibrahim Traoré, tente d'imposer une vérité simple. L'Afrique doit pouvoir nommer ses propres frontières énergétiques avant que d'autres ne le fassent à sa place. Un combat discret, presque silencieux, mais qui commence à résonner jusque dans les salles fermées des chancelleries occidentales. La révélation n'a pas éclaté par un communiqué, mais par une suite de chiffres projetés sur un écran sombre, 14,6 milliards. De dollars d'uranium et de terres rares quittent chaque année l'Afrique, tandis que moins de 2% reviennent sous forme d'investissement local. Ces données, extraites du disque dur du drone abattu, furent les premières à confirmer ce que beaucoup soupçonnaient. La surveillance du Sahel n'avait rien de défensif, elle était économique. Dans une salle enfouie sous le quartier général de Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut les analyses sans dire un mot. Sur la carte lumineuse, les lignes rouges reliant Gossi, Aribinda et Tinikoff dessinaient un réseau invisible de flux énergétiques. Non pas des pipelines, mais des transferts donnés. Des transferts de données. Chaque signal, chaque coordonnée correspondait à un site non déclaré, hors de tout contrat minier officiel. Les codes retrouvés sur le processeur du drone menaient à un serveur immatriculé à Tel Aviv, transitant par Chypre avant d'être réassuré à New York. Un triangle parfait entre finance, sécurité et influence. Pour le président burkinabé, le schéma était familier. Il l'avait vu en Libye lorsque la surveillance avait précédé les forages, puis au Congo lorsque les missions de paix avaient ouvert la voie aux concessions de cobalt. Ici, c'était l'uranium, la clef énergétique du continent, et peut-être son talon d'Achille. Autour de la table, ses conseillers comprirent qu'un tournant s'annonçait. Ce n'était plus une affaire d'espionnage, mais une question de souveraineté algorithmique. Car la guerre moderne ne passe plus par les tranchées, mais par les serveurs. Et dans cette bataille silencieuse, Ibrahim Traoré savait qu'il fallait agir avant que le ciel africain ne soit cartographié jusqu'à la dernière particule. Dans les heures qui suivirent, un cercle restreint se réunit. Parmi eux, le colonel Zabré, spécialiste des transmissions, fut le premier à décrypter les métadonnées du drone. Ce qu'il trouva fit frémir la salle, un algorithme conçu pour repérer la densité isotopique du sol, capable de distinguer un minerai stratégique à plus de 100 km d'altitude. Autrement dit, quelqu'un, quelque part, mesurait l'Afrique à distance sans jamais la toucher. À l'extérieur, dans les rues de Ouagadougou, la nouvelle circulait déjà, d'abord par les radios locales, puis sur les réseaux. Les habitants ne parlaient plus de guerre contre le terrorisme, mais de guerre pour la vérité. Les visages se fermaient, les regards se levaient vers le ciel. À qui appartenait cet œil mécanique qui observait sans prévenir? Pour Traoré, le temps des conjectures était terminé. Chaque donnée volée, chaque mètre carré scanné représentait un fragment de souveraineté effacé. Alors, il fit ce que peu de dirigeants africains avaient osé avant lui, ordonner une enquête publique, ouverte aux journalistes et aux chercheurs indépendants. Un geste simple, nung révolutionnaire Tramo Boakan, Mas Minbak Lamo Taktuk. Car si la vérité devait brûler, elle brûlerait à la lumière du jour. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps,
le peuple burkinabé eut le sentiment que son président ne parlait pas seulement en son nom, mais à sa place. Tout a commencé dans l'obscurité d'une nuit au palais présidentiel, à 2 heures du. À 2 heures du matin, les lignes sécurisées de Bamako, Niamey et Conakry s'illuminèrent. 3 avions sans insigne, venus des capitales voisines, atterrirent presque simultanément sur la piste militaire de Ouagadougou. Pas de caméra, pas de protocole. Seulement 4 hommes assis autour d'une table nue, partageant la même inquiétude. L'Afrique était à nouveau observée, mais cette fois par les machines. Ibrahim Traoré ouvrit la séance sans discours. Sur l'écran, une carte scintillait, parcourue de points rouges clignotants. Chaque point représentait un site minier non déclaré, repéré par les capteurs du drone israélien. Si Tel Aviv prélève notre uranium, que demandera Washington à Niamey demain ? Lança-t-il. Le silence qui suivit pesait comme un verdict. Car tous savaient que l'histoire se répétait, simplement mise à jour dans un autre langage, celui des satellites et des algorithmes. À l'aube, une alliance prit forme, sans signature, sans communiqué, une entente forgée dans la méfiance et la mémoire. Le message était clair. La souveraineté ne se défend plus avec des armes, mais avec des données. Dès le lendemain, le Burkina Faso convoqua une conférence continentale à Bamako. Son nom résonna sur toutes les ondes. Pas d'observateurs du FMI, pas d'experts occidentaux, uniquement des ingénieurs, des juristes et des journalistes africains réunis pour décoder ce que les puissances extérieures les prétendaient au protéger. Lorsque Ibrahim Traoré monta à la tribune, il ne brandit ni drapeau ni manifeste, seulement un dossier brun, écrit à la main. Les écrans géants diffusèrent les images récupérées sur le drone, routes de vol, codes d'accès, flux de données reliant Gossi à Herzliya, le cœur du renseignement israélien. Puis un mot apparut en rouge, Opération Naharim. Le silence dans la salle se fit total. Quand ils parlent de notre uranium, dit Traoré d'une voix calme, ils nous appellent menace. Mais quand ils le prennent, ils appellent cela développement. Cette phrase traversa la salle comme une onde de choc. Des ministres prirent des notes fébrilement, des caméras filmèrent en direct, et dans les rues de Bamako, des foules se rassemblèrent autour d'écrans improvisés. À partir de cet instant, l'incident de Gossi devint un symbole continental. Les délégations parlèrent désormais d'une guerre invisible, d'une souveraineté numérique. Les économistes révélèrent que 14 milliards de dollars de ressources minières sortaient du continent chaque année, tandis que moins de 2% revenaient sous forme de bénéfices africains. Un juriste nigérien conclut d'une phrase que les radios répétèrent en boucle. « Si la souveraineté n'est pas économique, alors elle n'est pas réelle. » Et lorsque Traoré quitta la salle, les applaudissements n'étaient pas seulement pour lui, mais pour une idée que l'Afrique pouvait enfin parler pour elle-même, à haute voix et sans traducteur. Les chiffres apparurent comme des éclats de vérité, froids, précis, impossibles à ignorer. Chaque année, 14,6 milliards de dollars de matières premières stratégiques quittent le continent africain. Ce chiffre, extrait des registres douaniers croisés avec les bases de données satellites, correspond à l'équivalent du budget combiné de 6 nations du Sahel. Autrement dit, chaque cargaison exportée sans transparence représente une école non construite, un hôpital non équipé, une souveraineté amputée. Moins de 2% de ces richesses reviennent sous forme d'investissements réels. Les bénéfices transitent par des holdings logés au Luxembourg, à Dubaï ou à Chypre, tandis que les États haïtiens producteurs demeurent dépendants des prêts extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, cette asymétrie n'est pas un hasard, elle est la structure même de la dépendance. Tant que nos ressources circuleront sur leurs serveurs, dit-il, nos budgets resteront des fichiers Excel qu'ils peuvent effacer. Son ton n'était ni en colère ni résigné, mais chirurgical, car derrière chaque pourcentage, il voyait une forme d'occupation invisible, celle des flux financiers. Un autre constat émergea, qu'à 87% des opérations minières au Sahel sont sous-traitées par des consortiums liés à des assurances occidentales. Ce détail, longtemps caché dans les annexes contractuelles,
signifie qu'en cas d'accident ou de litige, le jugement n'est pas rendu à Ouagadougou, mais à Londres ou à Genève. L'Afrique ne perd pas seulement ses minerais, elle délègue son propre droit. Face à ce constat, l'entourage de Traoré prépara une réponse inédite, un audit continental, mutualisé entre les États de l'AS et les États de l'AES, visant à retracer la chaîne complète de valeur, du gisement au transfert bancaire. Une première en Afrique francophone. Les experts rassemblés à Bamako établirent un modèle inédit, un indicateur mesurant le taux de contrôle national sur chaque ressource extraite. Le Burkina Faso atteignait à peine 19%, le Niger 22%, la Guinée 28%. Ces chiffres, projetés sur un grand écran, eurent sans l'effet d'un électrochoc collectif. Pour la première fois, la perte d'indépendance n'était plus un concept abstrait, mais un tableau Excel. Les diplomates étrangers présents à la conférence notèrent le changement de ton. L'Afrique ne parlait plus d'émotions, nung de données, et lorsque Traoré conclut la session, sa phrase sonna comme un avertissement. Ils ont mesuré nos minerais pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est nous qui mesurons leur influence. Dans la salle, personne n'applaudit immédiatement, non par désaccord, mais parce que chacun comprenait que le monde venait de basculer. La souveraineté n'était plus un rêve politique, c'était désormais une équation chiffrée, et Ibrahim Traoré venait d'en écrire la première ligne. Mais les critiques ne tardèrent pas à se manifester. Dans plusieurs chancelleries occidentales, on parla d'une dérive populiste, d'une tentative de transformer la souveraineté minière en instrument politique. Selon eux, l'Afrique devait son développement aux partenariats extérieurs. Les technologies, les capitaux, la stabilité provenaient, disaient-ils, des alliances internationales. Couper ces liens reviendrait à replonger le continent dans l'isolement. Un diplomate européen déclara même, sous couvert d'anonymat, « Sans nos compagnies, leur mine s'arrêterait en 3 jours. » Argument habile, fondé sur une dépendance qu'il prétend seulement constater. À Bamako, les économistes de l'AES répondirent avec des chiffres. Sur les 50 dernières années, les États africains ont exporté pour 7 400 milliards de dollars de matières premières et n'en ont récupéré que 11% en valeur ajoutée locale. Les infrastructures promises n'ont pas suivi, les dettes ont explosé et la dépendance énergétique s'est aggravée. Loin d'être un cadeau, la coopération avait souvent pris la forme d'un contrat à sens unique, le partenariat. Le partenariat n'était qu'un autre mot pour désigner la perte de contrôle. Les critiques internes, plus subtiles, pointaient un autre risque, celui d'un nationalisme économique fermé sur lui-même. Et Traoré, lucide, ne nia pas cette inquiétude. Il répondit publiquement lors d'une conférence de presse « La souveraineté ne veut pas dire l'isolement, elle signifie le droit de choisir ses alliances sans que cela soit une servitude. » Ces mots furent largement repris sur les réseaux, car pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant africain ne rejetait pas le monde, il le redéfinissait. Entre dépendance imposée et autonomie risquée, le débat s'élargissait à tout le continent. Fallait-il négocier la liberté ou la construire? Dans cette tension permanente, Ibrahim Traoré se distinguait non par ses discours mais par ses actes, ouvrir les comptes, publier les chiffres, confronter les récits. Sa stratégie n'était pas de rompre mais d'exposer, et plus les faits apparaissaient au grand jour, plus les anciens arguments perdaient leur force, avalés par la transparence qu'il avait lui-même déclenchée. Une phrase apparut à l'écran, reprise par des milliers de comptes sur les réseaux. L'Afrique regarde enfin le ciel en face. Cette nuit-là, dans le studio improvisé d'un média né après le sommet de Bamako, l'équipe de journalistes diffusa des images inédites. L'interrogatoire d'un agent étranger capturé près du corridor d'uranium. Sous la lumière crue des projecteurs, l'homme avoua avoir reçu pour ordre de cartographier les flux et de maintenir la dépendance par la rareté. Ces mots, froids et mécaniques, frappèrent le billet. Le public plus fort qu'un discours officiel. En quelques heures, la vidéo fit le tour du continent. Dans les rues de Ouagadougou, des étudiants brandissaient des pancartes. « Nos ressources ne sont pas un terrain d'entraînement ». Dans les cafés de Dakar et de Nairobi, on débattait du courage d'un président qui avait osé dévoiler le code source du mensonge. Et quand le journaliste conclut l'émission par « Demain,
le monde devra répondre, l'écran devint noir, mais le feu venait de s'allumer dans chaque conscience. Le lendemain, les ondes africaines se transformèrent en champs de bataille et médiatiques. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens réagirent, or chacun à leur manière, comme si une frontière invisible venait d'être franchie. Au Burkina Faso, le Parlement convoqua une session d'urgence pour examiner une loi imposant que 51% des actifs miniers demeurent sous contrôle national. Au Niger et au Mali, des motions similaires furent déposées dans les jours suivants. Cette vague législative improvisée donna naissance à un phénomène inédit, un bloc juridique africain émergeant sans traité préalable, mu par la même indignation. Sur les marchés, les contrats d'extraction libellés en dollars chutèrent de 14%, tandis que les bons du trésor burkinabés, jusque-là jugés risqués, virent leur cote grimper. Les analystes parlèrent d'un réalignement symbolique. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion de perception confirmait que la confiance se mesure aussi en courage. Sous son impulsion, les ministres des Finances de la l'AES créèrent un projet, un marché régional destiné à fixer le prix du minerai depuis le continent. L'idée, qualifiée de rébellion monétaire par la presse occidentale, bouleversa la logique des flux traditionnels. À Washington, Paris et Tel Aviv, les conférences de presse s'enchaînèrent. Les porte-paroles parlaient d'incompréhension et de désinformation. Mais les images du drone, les aveux de l'agent et la précision des coordonnées rendaient le démenti difficile. Sous la pression publique, plusieurs commissions parlementaires étrangères annoncèrent des enquêtes internes. Dans le même temps, l'Union africaine salua la maturité institutionnelle du Burkina Faso, une phrase prudente mais lourde de sens. Le silence embarrassé des chancelleries contrastait avec l'assurance tranquille de Traoré, désormais perçue comme la voix d'un continent en éveil. Dans les universités, les cours d'économie prirent une tournure militante. Des associations étudiantes lancèrent une campagne réclamant la publication des contrats miniers. Et la création d'un registre des concessions publiques. Des artistes peignirent sur les murs de Ouagadougou des fresques représentant Traoré tenant un globe d'uranium incandescent. Dans les mosquées, les églises et les marchés ont répété ces mots. Ce n'est pas une arme, sauf si vous décidez d'en faire une. Cette phrase devint un proverbe, un manifeste condensé d'indépendance. Ainsi, en quelques semaines, une affaire de drone s'était transformée en révolution culturelle. L'Afrique ne demandait plus la reconnaissance du monde, elle s'en dispensait. Et pour la première fois depuis des décennies, le regard tourné vers Ouagadougou n'était plus celui de la pitié, mais celui du respect. 6 mois plus tard, les lignes de fracture sont nettes et plusieurs avenirs se dessinent. L'Alliance du Sahel poursuit son intégration lente mais constante. Les marchés africains s'adaptent, les gouvernements harmonisent les taxes minières et un marché régional gagne en crédibilité. Les relations avec les puissances étrangères demeurent tendues mais stables. Ibrahim Traoré, devenu figure régionale, mise sur la diplomatie économique. Les États-Unis et la France, malgré la méfiance, reprennent le dialogue discret par les circuits multilatéraux. L'Afrique ne rompt pas, elle renégocie. Dans un autre scénario, l'exemple du Burkina Faso inspire d'autres régions. L'Afrique australe crée sa propre bourse du lithium, l'Afrique de l'Est un marché du cuivre. Les revenus miniers internes bondissent de 23% en moyenne, permettant de financer les infrastructures locales sans dépendre des institutions internationales. La perception internationale change, on parle d'un moment historique. Dans ce scénario, l'Alliance du Sahel devient le noyau d'un bloc sud-sud assumé, un contrepoids pacifique à l'économie de domination. Ibrahim Traoré, symbole de cette mutation, incarne alors une souveraineté proactive, non pas un refus du monde, mais une redéfinition du partenariat. Mais un chemin plus sombre est également possible. Sous la pression des lobbies énergétiques, certains États subissent des sabotages économiques, chute de devises, fuite de capitaux, cyberattaques. Les divisions internes réapparaissent. Les élites locales,
inquiètes pour leurs privilèges, freinent les réformes. Les médias occidentaux relancent donc le narratif du repli autoritaire. La dynamique panafricaine s'essouffle, absorbée par la fatigue des crises. Mais même dans ce scénario sombre, une graine demeure. La conscience populaire que la souveraineté ne se délègue plus. Entre ces chemins, le choix n'appartient pas à la chance mais à la constance. Comme l'a résumé un professeur de Ouagadougou, si nous cessons d'attendre qu'on nous accorde la liberté, nous la garderons plus longtemps. La promesse de Traoré n'était pas d'un jour, mais d'une méthode, celle qui transforme la résistance en gouvernance. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. On ne parle plus seulement du prix du mil ou de l'essence, mais de notre uranium, nos données, notre parole. Un vocabulaire nouveau, né de la politique mais adopté par la rue. À la radio, les chauffeurs de taxi débattent de géopolitique, comme on parlerait autrefois de football. Les mots d'Ibrahim Traoré ont glissé dans la langue commune. Ce n'est pas d'une arme, sauf si tu décides de t'en servir. Cette phrase, détachée de son contexte diplomatique, résonne comme une leçon de vie. Dans les écoles, les professeurs montrent les images du sommet pour enseigner l'histoire contemporaine. Des enfants de 10 ans récitent les noms de pays voisins comme s'ils formaient déjà une seule patrie. Dans les universités, les jeunes chercheurs africains conçoivent des logiciels d'analyse minière indépendants, refusant les licences étrangères. Même les artistes s'en emparent. Une chorale a transformé le discours de Traoré en cantique d'unité, repris sur les places publiques. Pour la première fois depuis longtemps, le mot avenir n'évoque plus l'exil. Les jeunes ne rêvent pas de départ, mais de retour, vers les mines, les laboratoires, les studios d'enregistrement. Ce basculement symbolique, presque intime, est la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré, celle de réconcilier l'espoir avec le sol. L'Afrique ne se regarde plus de l'extérieur. Elle se contemple dans son propre miroir et s'y reconnaît. Lors du deuxième sommet, Ibrahim Traoré n'a pas prononcé de discours flamboyant. Il a ouvert une carte et tracé 3 lignes, 3 trajectoires d'action. La première portait sur les ressources. Chaque pays membre devait établir un registre public de ses concessions minières avant la fin de l'année. Une base de données commune, gérée depuis Ouagadougou pour que plus jamais une licence d'extraction ne soit signée dans l'ombre. La deuxième ligne concernait la technologie, la création d'un centre de cybersurveillance africaine capable de détecter les drones non déclarés et de chiffrer les flux satellites sortants. Le financement, estimé à 280 millions de dollars, serait assuré non par des bailleurs étrangers, mais par une taxe symbolique de 0,1% sur les exportations minières des États membres. Un investissement dans notre regard, expliqua Traoré. Puisque c'est en nous observant que le monde nous a pris, il est temps de nous observer nous-mêmes. Enfin, la troisième ligne visait la formation. 50 bourses annuelles pour des ingénieurs, des juristes et des journalistes africains spécialisés en souveraineté numérique et énergétique. Chaque bénéficiaire devait s'engager à revenir travailler dans une institution publique pendant au moins 5 ans. Un retour sur savoir avant même le retour sur capital. En conclusion, Traoré formula une équation simple. Transparence plus compétence égale indépendance durable. Et pour la première fois, l'idée de souveraineté africaine cessa d'être un slogan. Elle devint un calendrier. Au crépuscule, le ciel du Sahel reprend sa couleur d'or et de poussière. Là où un drone étranger s'était autrefois écrasé, une antenne africaine s'élève désormais, orientée vers les étoiles. Les ingénieurs y testent les premiers capteurs conçus par des étudiants burkinabés. Le lieu même de la surveillance est devenu celui de la reconquête. Ibrahim Traoré visite parfois le site en silence. Devant les techniciens, il répète la phrase qu'il avait prononcée à Bamako. « Ils ont utilisé nos ciels pour nous regarder. Aujourd'hui, c'est nous qui regardons le leur. » Ce renversement, plus poétique que politique, symbolise tout ce que cette décennie aura changé. Car la souveraineté n'est pas un drapeau, mais un regard, celui d'un peuple qui ose se voir sans détour. Et quand tombe la nuit, la lumière rouge des antennes se reflète sur le sable. Ce scintillement discret, visible depuis les villages voisins, ressemble à des braises suspendues. Certains disent que c'est la preuve que le ciel se souvient. D'autres y voient le signal d'un réveil, celui d'une Afrique qui cette fois ne rendra plus ses coordonnées.
L'histoire ne s'achève pas avec une signature, mais avec une voix, celle d'une génération qui refuse de confondre silence et paix. Dans les radios communautaires, les jeunes rediffusent les discours d'Ibrahim Traoré, non comme des archives, mais comme des fragments de futur. Chaque mot circule, se transforme, devient promesse. Dans les écoles, les enseignants demandent à leurs élèves « Et vous, que feriez-vous si le monde vous observait d'en haut ?» Les réponses varient, mais toutes disent la même chose, reprendre le contrôle du récit. Aujourd'hui, l'Afrique ne réclame plus qu'on l'écoute. Elle parle calmement avec méthode. Et si le monde choisit encore de détourner le regard, il ne pourra plus dire qu'il n'a pas entendu. Parce qu'au-dessus du Sahel, le ciel est le même qu'hier, mais la conscience a changé. Les cartes ont été redessinées, non par des satellites, mais par des citoyens. Et dans ce murmure collectif, une question demeure. Sommes-nous témoins d'un soulèvement passager ou des premiers poèmes d'une ère nouvelle?